Notre quatrième intervenant, Monsieur Maurice Bérinth, à vous la parole. En effet, une petite histoire personnelle. Quand je suis rentré définitivement dans ce pays, il y a une douzaine d'années, j'avais osé dire, quelque peu d'une manière péremptoire, que la situation économique, sociale, politique du pays était la défaillance de ces intellectuels, des intellectuels de ce pays. J'avais été, entre guillemets, attaqué par des amis. Ça a soulevé un débat. Malheureusement, le débat n'avait pas continué. On en est encore là aujourd'hui. Je trouve donc que si nous sommes là ensemble aujourd'hui à traiter de ce sujet, c'est parce que ce sujet nous interpelle tous, chacun nous-mêmes et tous collectivement. Si nos organisateurs, eux aussi, ont eu cette idée d'organiser cette conférence sur ce sujet, c'est parce qu'eux aussi, je crois, ils sont interpellés. Et ils se posent bien cette fameuse question, où en est donc la responsabilité des intellectuels de ce pays dans ce qui se passe dans ce pays. Le sujet, c'est les intellectuels et l'État. Moi, j'aurais préféré, je suis toujours contestataire, que le sujet soit les intellectuels malgaches et Madagascar. Cela aurait été plus proche de mes préoccupations personnelles et de l'idée que je me suis faite dès le départ de cette conférence débat. Je vous rappelle notre histoire personnelle. Peu avant l'élection présidentielle de décembre 2001, un enseignant-chercheur de l'université de Tana, qui est peut-être parmi nous aujourd'hui, avait écrit dans un quotidien: les équipes de campagne électorale de tous les candidats ne valent rien. Moi, ça m'a interpellé et j'avais, par droit de réponse, répondu en disant que je faisais partie d'une de ces équipes, de ces fameuses équipes, mais que malgré mon ignorance, parce que les gens qui savent ne voulaient pas s'engager, la politique comme la nature ayant horreur du vide, et bien moi j'ai comblé le vide. Je l'avais interpellé en disant: monsieur l'enseignant-chercheur, donc intellectuel, engagez-vous, et moi qui suis, comme vous l'avez écrit, nul, je m'écarterai. Et je me faisais fort à cette époque-là de demander aux autres nuls comme moi qui peuplaient ces équipes de campagne électorale de dégager pour laisser la place à ceux qui savent. Malheureusement, cet appel que j'avais transformé en requête publique n'avait pas eu de suite. Notre intellectuel était resté dans sa tour d'ivoire et s'est contenté de critiquer. Nous connaissons la suite puisque nous en sommes là encore aujourd'hui. Monsieur Mann a donné une définition de l'intellectuel, moi je vais vous donner la mienne. D'abord, c'est la palissade. Hein. L'intellectuel est celui dont l'outil est son intellect. Moi je dis que même avec un diplôme de bac plus 20, si l'intellectuel, chaque jour que le bon Dieu fait, n'emploie pas son intellect, ce n'est pas un intellectuel. Deuxièmement, l'intellectuel est celui qui sait, puisqu'il a été formé pour observer, pour analyser, et le plus important à mon sens, pour donner son avis. Et de ce fait, contrairement à celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, et pourtant qui voudrait nous faire croire qu'il sait, celui-là, il est dangereux. Il faut l'ignorer. L'intellectuel est celui qui sait qu'il sait, et qui sait nous transmettre son savoir. Celui-là,
il faut l'écouter. Et moi je dis, il faudrait le suivre quand il veut s'engager. Que devrions-nous donc attendre de ces intellectuels? Pour moi, comment est-ce qu'ils réagissent pour éclairer l'opinion? Quand par exemple nous apprenons que dans notre pays, il y a 360 partis politiques. 360. Les États-Unis, je crois 500 millions d'habitants, 2 grands partis, quelques petits groupuscules. La France, 50 millions d'habitants, 2 grands partis, quelques partis qui essaient de survivre. Madagascar, 20 millions d'habitants, 360 partis politiques. J'aurais aimé que les intellectuels disent ce qu'ils pensent de cette situation. On ne les entend pas. Je rappelle un autre fait. C'est un ami, j'en parle quand même. Au début de la Troisième République, c'était un régime parlementaire. Cet ami était devenu Premier ministre avec 2 députés élus sur plus d'une centaine. 2 députés, régime parlementaire, Premier ministre. Il n'y a qu'à Madagascar on trouve de telles performances. Mais là où c'est le plus difficile, c'est que cet ami, en moins de 2 ans de primature, s'est retrouvé avec un groupe parlementaire de plus de 20 députés et personne n'a rien dit. Et même, on l'a qualifié de fin politicien. Voilà des choses qui m'interpellent. Voilà des choses que je voudrais, qui devraient interpeller les intellectuels pour que, comme je l'ai dit, ils éclairent l'opinion que ce peuple complètement désorienté se retrouve un tout petit peu. Je pourrais donner de tels exemples à profusion, mais j'ai peur du modérateur. Les 10 minutes me sont comptées. Moi, je dis qu'aujourd'hui, tout cela peut continuer à longueur d'année. Tout cela continuera de plus en plus si des voix autorisées ne veulent pas se faire entendre. Certains politiciens, j'ose le dire comme moi, crient leur désarroi, mais ça là, effectivement, n'a aucun effet sur cette population complètement blasée par la politique. Si les intellectuels voulaient bien dire ce qu'ils pensent de tous ces faits, cette même population serait moins déboussolée. Car tel est l'enjeu. Madagascar, comme tous les pays du monde, ne pourra pas se passer de la politique, ni des politiciens. Nous le savons tous. Mais celle-ci est laissée entre des mains qui, sous d'autres cieux, n'auraient jamais pu s'en emparer. Je vous avais dit, la politique comme la nature a horreur du vide. Actuellement, c'est un euphémisme de le dire, nous sommes dans une mauvaise passe, pour ne pas dire plus. Moi, je crois que nous avons aujourd'hui une occasion formidable pour interpeller nos intellectuels, ces intellectuels. C'est pour cela que je dis que Madagascar, comme beaucoup de pays à travers le monde, en Afrique comme en Asie, comme en Amérique latine, sont des pays qui se sont mis avec des résultats satisfaisants chez les uns, peut-être moins bons chez les autres, sont des pays qui ont senti la nécessité d'une démarche réconciliation nationale que plusieurs de nos compatriotes appellent de leur vœu. Mais cela fait peur. Je vous fais remarquer que je parle d'une démarche réconciliation nationale, mais pas d'une démarche de réconciliation nationale. Je pense que la nuance est de taille. Pour moi, en effet, cette démarche réconciliation nationale est un outil que notre pays devrait être capable d'utiliser. Moi, j'affirme, et je crois que notre historienne, moi je l'ai écoutée, je ne pense pas qu'elle me contredira. Finalement, moi j'affirme que cette nation malgache, elle n'existe pas encore. La nation, c'est un territoire, c'est une langue commune, mais ce n'est pas suffisant pour en faire une nation.
La nation, c'est aussi la volonté de vouloir vivre ensemble. Nos intervenants en ont parlé. Tant que les Malgaches ne voudront pas vivre ensemble, il n'y aura pas de nation malgache. Je vous remercie de votre aimable attention. Et on va passer tout de suite à la cinquième et dernière intervention avec le professeur Shlouf Rakoutoarmanan. J'ai l'horrible tâche de dire pourquoi y a-t-il une fuite de cerveau à Madagascar et en Afrique. Tout d'abord, la fuite de cerveau, l'exode de cerveau, le drainage du cerveau, brain drain, en anglais désigne des flux migratoires des scientifiques et des chercheurs qui s'installent à l'étranger pour trouver de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail et de meilleures rémunérations. L'argent est la base de tout. C'est un phénomène mondial qui existe dans tous les pays du globe. Ici, je voudrais que j'ai pu bénéficier d'un séjour dans de belles conditions de travail en gagnant aux alentours de 3 000 € en France entre 2003 et 2005. Je ne sais pas si j'ai eu le malheur ou le bonheur de retourner à Madagascar, mais en 2007-2008, on m'a offert, plutôt la DRACH française m'a offert un retour en France dans la fonction publique française avec un poste d'assistant spécialiste étranger, avec en plus une somme de 246 € par garde. Et j'ai pu aller également contempler les belles conditions de travail en Italie, à Bassano del Grappa, dans le nord du pays, une ville riche de l'Italie également. Et grâce à ce séjour de perfectionnement, j'ai pu passer quelques jours à Venise. Donc vous voyez les belles conditions de vie, les belles conditions de travail en Europe. Mais l'Afrique actuellement, avec ses chercheurs, avec ses informaticiens, avec ses médecins, avec ses ingénieurs, ses personnels qualifiés, excusez-moi, mais je suis malade actuellement et sincèrement, je ne vais pas bien. Mais l'Afrique se vide de sa matière grise et de ses compétences. Et cette fuite de cerveau est un préjudice subi au profit de l'Occident qui récupère les bénéfices de longues années de formation réalisées à Madagascar. Et moi, j'ai réalisé toutes mes formations ici à Madagascar. Et les professionnels africains tendent actuellement à émigrer vers l'Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. L'élément le plus frappant, c'est l'exil des médecins. Dans les années 80, au moins 60% des médecins formés au Ghana quittaient le pays. Les pays industrialisés ont besoin de deux catégories d'émigrés. Les personnes qui sont prêtes à accepter les emplois les plus mal payés, les plus durs et les plus dangereux dédaignés par leurs propres ressortissants. Et les professionnels hautement qualifiés. Donc vous avez quelques exemples. Et vous voyez sur ce slide, eh bien, Madagascar figure parmi les pays qui ont le plus de diplômes intellectuels qui vivent à l'étranger. Plus de 20% par rapport aux autres pays africains. Du point de vue intellectuel, il n'y a pas de formation continue. Il n'y a pas de perfectionnement continu à Madagascar. Il n'y a pas d'études hyper spécialisées. Et les diplômes ne sont pas valorisés, parfois non reconnus par l'État. Et il y a surtout le mandarinat des pères et des aînés. Eh bien, un de mes pères a voulu, si je pouvais, ne pas parler de ce mandarinat. Mais j'en parle. Concernant les causes morales, eh bien, est-ce que les intellectuels ont une notoriété? Je ne pense pas. Les intellectuels subissent les pressions de toutes parts. Et surtout, l'argent domine tout. Fait un intellectuel, là, sur le plan financier, eh bien, les salaires sont médiocres. Est-ce que nous avons tous des indemnités qui répondent à nos diplômes, à notre savoir? Et quels sont nos autres avantages? On va en discuter. Et là, je vous expose les mauvaises conditions de travail. Notre ambulance n'arrive pas à démarrer. Nos salles d'hospitalisation sont vétustes. Nos salles de réanimation sont vétustes. Quelles sont les conséquences? Eh bien, elles sont désastreuses. C'est un désastre économique qui compromet le développement économique, culturel et social d'un pays. Il existe un manque de capital humain, un manque de matière grise locale pour faire face aux défis locaux tels l'éducation, la lutte contre les maladies, la lutte contre les pauvretés, autres défis également. Et ces matières grises sont efficaces en termes de propositions locales, de formation d'élite pour permettre la continuité de savoir, pour permettre la continuité de la connaissance et pour assurer la relève de l'intelligentsia de demain par la transmission du savoir. Mais que faire? Quelle solution apporter? Tout d'abord, la solution est politique.
l'Afrique et Madagascar, dont Madagascar fait partie, doit afficher sa volonté pour le développement. Mais cela nécessite des coopérations bilatérales entre le Sud et le Nord. Le Nord ne doit pas puiser simplement les ressources humaines du Sud, mais le Nord doit rapporter quelque chose au Sud. Il faut essayer d'inverser la fuite de cerveau par une bonne gouvernance et par une bonne démocratie. Et il faut également faire de gros efforts sur l'amélioration des conditions financières et matérielles et sur la protection sociale. En conclusion, les économies modernes ont besoin du savoir-faire scientifique et technique et technologique pour maintenir la productivité, pour résister à la concurrence mondiale et pour se développer. Tant que la pauvreté financière, matérielle et sociale sévit en Afrique et à Madagascar, les diplômés africains et malgaches seront toujours tentés de s'expatrier pour des emplois plus rémunérateurs, la mondialisation y contribuant. La fuite des cerveaux est considérée comme l'un des visages les plus pernicieux de la migration internationale. Aucun pays ne peut se développer sans utilisation rationnelle de ses ressources humaines. Lorsque ces dernières se font rares ou qu'elles doivent être de nature particulière, eh bien, on va l'épuiser là où elles se trouvent. Mais la prise de conscience, elle est politique. De nombreux chercheurs africains sont très désireux de rentrer chez eux et de participer au développement de leur pays. Mais leurs aspirations sont sérieusement compromises par des pouvoirs publics négligents dont les priorités ignorent le bien-être social. Les intellectuels ont un rôle important dans le développement des pays. Et ce rôle des intellectuels doit être l'une des priorités de tout pouvoir public. Pourquoi suis-je revenu en 2005 ? Pourquoi ne suis-je pas retourné en 2008 ? Peut-être parce que Madagascar est mon pays et peut-être parce que j'ai ma propre conception du développement. Je vous remercie de votre attention. Zao dia omeko andreo namana ato amin'ny mpandinika ny raharaham-pirenena ny fitenenana io moa dia afaka ataony amin'ny teny gasy ny amin'ny teny vazaha ary io dia lazaina koa fa fantaniana moa ny tenena nefa dia afaka tsy hoe fantaniana koa fa afaka mba manome hevitra anareo zany. Vous pouvez donner des questions, mais vous pouvez aussi donner un avis. Nanaitra betsaka na mihitsiny le resaka hoe fampianarana satria mifototra avy any ny intellectuel fa tsy avy hatrany dia lasa hoe bac plus 20 ianao fa tsy maintsy nanomboka tany amin'ny maternelle. Za manokana tao anatin'ny fanagasiana tanteraka tsy nisy ny maternelle fa avy hatrany dia T1 zay ny filazana azy tamin'izany. Ka raha ny fahitako azy zany no le hoe tsy fisiny le qualité eo amin'le fampianarana hatramin'ny deuxième république dia mety izay ihany koa ve tatoarina no mampatonga ny intellectuel me refuser d'une manière catégorique, hésiter ou tout simplement indifférent pour participer à la vie de la nation. Satria les qualités tsy midika fotsiny hoe mahay mathématika na mahay physique fa misy ihany koa le hoe éducation civique, éducation citoyenne. Ça n'existait presque plus depuis la deuxième république. Alors dans ce cas-là, je ne dirais pas que les intellectuels n'ont pas cette qualité de citoyen, mais je me pose cette question. Est-ce que cette qualité-là aussi intervient dans cette indifférence, dans ce refus, dans cette hésitation des intellectuels à participer à la vie de la nation en tant qu'intellectuels qui devraient, disons, interpeller, dénoncer, proposer. Et puis, parce que d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit, d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit monsieur le professeur tout à l'heure, l'État a investi d'une manière ou d'une autre dans les études des intellectuels. Alors, quelque part, on devrait être reconnaissant par rapport à l'État, malgré la mauvaise qualité peut-être de l'éducation qu'il nous a donnée. Parce que si on a parlé de la fuite de cerveau en Inde, il faut savoir que malgré cette fuite de cerveau, c'est grâce à cette fuite de cerveau aussi quelque part que l'Inde est devenue l'un des leaders dans le secteur de la technologie, de l'information, de la communication. Ça veut dire que les intellectuels indiens qui se sont enfouis entre guillemets de leur pays ont réussi à y revenir. Peut-être pas directement, parce que c'est de la Silicon Valley qu'ils investissent chez eux en Inde.
Alors pourquoi pas chez nous, les intellectuels qui sont partis ailleurs, ils n'investissent pas chez nous. Ils reviennent au pays pour passer des vacances. Et là, j'enchaîne avec ce que M. Pilaza a dit tout à l'heure. Pourquoi pas les diasporas intellectuels qu'ils viennent de l'étranger, qu'ils vivent à l'étranger ou qu'ils vivent à Tana. Quand je dis la diaspora à Tana, ça veut dire les intellectuels côtiers ou même les intellectuels petits, les Otimiet, etc., etc. Pourquoi ils ne reviennent pas régulièrement chez eux en amenant des projets pour que le développement à Madagascar soit beaucoup plus équilibré? Et là, si on dit tout simplement revenez chez vous, investissez chez vous, ce sera de l'utopie. Mais là, il faut que ça s'accompagne de facilités fiscales, économiques, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une vraie politique économique avec une approche décentralisée. J'insiste là-dessus. Parce que si on continue comme ça, les 55% du PIB créé à Madagascar vont toujours rester à Tana et ses environs. Parce que c'est ça le chiffre de l'Instat. 55% du PIB créés à Madagascar sont de Tana. Alors, qu'est-ce qui reste pour tout ce qui est en dehors de Tana? Voilà ma réaction et mes observations et mes humbles propositions par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Merci. Nous allons maintenant entamer les séries de questions. Et on réitère encore qu'on voudrait que ça soit concis. À question ou avis en malgache ou en français, on va procéder par 3 séries. Igor Johnson. Ny zavatra hitako a, ny remarque hitako ny raika dia mazory ny Mantasoa ary mazory ny le Mur de Villers tamin'ny fotoan'androny. Ary rehefa mba niteny olona io tamin'izany fotoana izany dia tonga dia mibepona. Ary naafekte eraky ny Madagasikara mihitsy ary izay dia anisan'ny sofrirana izany nandeha eraky ny province ary nahatramin'ny première république ara dia satria samy teny dia nalefalefa foana. Zay zavatra zay le frustration zay zany no problème eto Madagasikara ny tena frustration, complexe de supériorité sy infériorité tokony ho discuté eto Madagasikara satria io ny tena problème antsika eto. Raha vao mahay na hoe taranaky ny anina zay le problème antsika eto. Zay angamba ny remarque ataoko misaotra tompoko. Sondranina monsieur Johnson. Rainson Henry mpianatra fanontaniana voalohany ny laina ve nisy antony manokana ve nanaovana famelabelaran-kevitra ho amin'ny teny frantsay kanefa avy eo afaka miady hevitra amin'ny teny mifangaro. Frustré mihitsy aho iny namana teo za ndraiky io sady hoe tena frustré mihitsy mahare le teny mifangaro. Na isika amin'ny teny frantsay madio na isika miezaka ampiasa teny malagasy madio. Inona ary zao mahagasy ianao tokotelo mamasana andro mahalala ny taniny mahalala ny tantarany na nefa lasa na ny hoavy zay raha manorina ary mahalala ny teniny. Voalaza teo fa première république talohan'izay ny fanjanahantany dia namolavola mahay miteny frantsay zany efa gaga fa na ny volavolaina tamin'ny fanjanahantany ara dia malahelo aho fa ratsy be le teny frantsay eniko teto ary vao mainka ratsy ny teny malagasy eniko teto. Ratsy ny fampianarana tao anatin'izay raiky amin'ny 50 taona zay ka namolavola intellectuel marina ve isika misy ve izany. Ianareo ihany teo ny teny hoe Sartre dia nanao hoe un savant ne devient intellectuel que lorsque il s'est partagé. Afaka miara-miosina. Sartre namerika an'izay hoe engagement izay raikitra didy ve teny gasy reto vatona sonotry ny tany olomanga avaram-pianarana manam-pahaizana. Ny frantsay dia manana ny hoe intellectuel fa ina le intelligentsia ary ina le intello manontany tena hoe manana zany tsonareo hoe intellectuel zany marina ve sika raha ny fampianarana fandimby teto indrindra fanagasiana hoe nareo tsy namolavola olomanga tsy namolavola intellectuel ka misy ve ny tena intellectuel mahalala ny adidiny sy ny tonga dia hovaliko kely zay tsy zay moa no ny teny hoe ataovy amin'ny teny frantsay ny
ny présentation anareo intervenant. Izay réactionnao zay Andriamatoa académicienne nandrasanay hoe move tokony efa misy zavatra atao dia tsy maintsy atao teny frantsay na atao teny gasy na atao teny hafa. Zay réaction zay no anandrasana androany ary misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana zay satria raha i madame Dina Jeanne na i madame Ravaonirina dia anisan'ny teny mihitsy ny zareo fa hoe ngamba atao teny gasy ary narety mpanao gazety eto ary fa raha ny fediny mbo anteny vazaha zany dia marina fitareo teo fa anisany nanahirana ihany fa izay réactionnao zay mihitsiny ny andrasanay satria maro ny zavatra tao firenena ndray natao amin'ny teny vazaha ihany koa. Christian Racheron, je me définis comme étant un intellectuel anti-intellectuel. Alors, si vous permettez, j'aimerais faire deux remarques par rapport à ce qui a été dit. D'abord, je voudrais rebondir sur la notion de clivage qui a été dit tout à l'heure. On a parlé de clivage côtier-mer, on a parlé de clivage interrégionaux, mais je pense qu'il y a un clivage qui est aussi important, qui est la source du mal dont on discute aujourd'hui, qui est le désengagement des intellectuels. C'est le clivage entre les élites naturelles et les élites intellectuelles. Les économistes définissent les élites naturelles comme étant la classe ou la race des rentiers. Du temps des monarchies, c'était les descendants des monarques, les proches des rois, les officiers de palais. Plus tard et de nos jours, ce sont les enfants des capitaines d'entreprise, des grandes familles, des gouvernants, des gens qui sont les membres d'une même ethnie, que les gouvernants.